Je suis extrêmement honoré d'accueillir nos invités, en particulier donc, le président Gattaz qui a eu d'éminentes fonctions dans l'entreprise radiale et dans ce qui est maintenant le MEDEF, des fonctions qui sont presque héréditaires, Monsieur le Président. Et donc le président de Margerie, qui est le président de la société Total. Et je vais vous faire une confidence qu'il m'a faite en venant. C'est un ancien élève d'IUT, de l'IUT de Paris 5, et qui est venu fréquemment, quand il était un petit peu plus jeune, donc sur les bancs de cette université, dans l'IUT. Et donc il est vraiment ici chez lui, et j'en suis très très heureux. Alors, quelques mots. Donc, nous sommes dans une université extrêmement pluridisciplinaire qui a été créée il y a 40 ans et qui a été créée sur deux concepts qui, à l'époque, étaient absolument révolutionnaires. Le premier, c'était la pluridisciplinarité, à une époque où on faisait des études en silo, comme on dit. Et le deuxième, c'était l'insertion professionnelle, puisque nous avons été créés en Seine-Saint-Denis pour permettre à nos étudiants de s'insérer professionnellement à une époque où la Sorbonne cultivait plutôt l'élitisme et l'autoreproduction des élites. Et donc, monsieur le président de Total, qui est quand même un des premiers employeurs de France, sinon le premier, je suis très très content de vous voir ici avec nos étudiants, des lycéens, pour que vous, avec le président Gattaz, vous nous dressiez un certain nombre de portraits sur l'entreprise française, la création d'entreprises, l'entrepreneuriat, le ressort qui nous mène tous. Hein. Moi qui ai fait mes études il y a aussi quelques années, la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes veulent s'insérer professionnellement, mais veulent aussi créer leurs entreprises. Et c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Et je pense que c'est ça le dynamisme français. Et quand on voit, je m'excuse de dire quelques mots sur nos collègues dits des grandes écoles, des écoles de commerce, quand on voit que les élèves des écoles de commerce souhaitent, pour la plupart, rentrer soit dans l'administration, soit dans les grandes entreprises, ce n'est pas du tout la même chose dans les universités, où les jeunes, évidemment, si ils ont la possibilité de rentrer dans un grand groupe, ils sont très heureux, mais ils sont aussi très heureux et très désireux de créer leur entreprise. Et sur ce, je vais laisser la parole au prochain intervenant en vous souhaitant à nouveau toute la bienvenue qui est de règle à l'université. Merci Jean-Loup. Le prochain intervenant est Pierre de Poncin, qui est le président de l'AJE 93, donc qui va vous faire quelques mots d'introduction. Bien, chers amis, bonjour, bonsoir aussi. Maintenant, à cette heure-ci, j'ai 5 minutes et je vais exprimer deux idées. Deux idées très simples. D'abord, nous sommes très heureux d'être en milieu universitaire. J'ai passé 28 ans à La Courneuve et je peux vous dire que chaque fois que je suis revenu à Villetaneuse avec des industriels, nous avons été bien accueillis. Pourquoi ? Parce qu'il y a une gouvernance dans cette maison qui est ouverte au contact avec les entreprises. La gouvernance, c'est bien sûr la présidence, la vice-présidence, mais c'est aussi les chefs de département, c'est aussi toute l'équipe pédagogique, c'est aussi les IUT, c'est l'Institut Galilée, c'est l'école d'ingénieurs. Quand nous venons dans un établissement, nous, milieu d'entreprise, nous sentons que nous respirons un peu le même air. Et ça, c'est très sympathique et c'est la première raison pour laquelle je suis heureux que cette séance arrive ce soir. La deuxième raison, c'est que nous sommes dans un département éblouissant. Vous faites des études ici et ne tombons pas dans le misérabilisme, ne tombons pas dans la pensée unique en disant que la Seine-Saint-Denis, c'est le 9-3 avec tous les lieux communs qui s'y attachent. Il y a dans ce département 75 000 entreprises vivantes et des entreprises qui naissent tous les jours. Vous en avez 3 à cette tribune. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, je crois, vous allez passer un bon moment avec nous et je vous félicite d'être venus très nombreux. Je terminerai, parce que je vais vous parler de la jeunesse entreprise, la structure, vous en fichez. Ce que nous sommes, c'est des bénévoles, seniors, ayant un peu donc été blanchis sous le harnois dans des relations avec les écoles et les entreprises. Et nous faisons un trait d'union entre ce qui se passe dans vos établissements et le milieu des entreprises. Donc voilà, ce trait d'union, eh bien, c'est un peu une apothéose ce soir avec des invités
dont je n'ai pas besoin d'insister sur le plaisir que nous avons à l'accueillir. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur de Poncin. Et sans plus tarder, je passe la parole à Monsieur de Margerie pour 20 minutes environ. Voilà. Environ. Non, dis pas ça, pas autant. Ceux qui me connaissent, il ne faut jamais me dire ce que je veux en termes de temps. D'abord, vous avez pu remarquer que si nous étions en retard, c'était vraiment à cause de moi. Voilà, j'aurais bien aimé dire que c'est à cause d'Yvon Gattaz, parce que compte tenu de son âge vénérable, il peut accepter beaucoup de choses, mais ça ne serait pas gentil et pas vrai. Donc, comme malheureusement ça m'arrive trop souvent, je ne vous demande pas de m'excuser, parce qu'on ne s'excuse pas, mais je suis désolé. Mais je tâcherai d'être du coup vraiment plus bref, parce que je tiens aux questions-réponses, si c'est possible. Donc je vais quand même essayer de raccourcir mon intervention, ce qui ne veut pas dire ni mon temps de parole, et surtout pas mon envie de dialoguer avec vous. D'abord, merci au président Jean-Loup de m'avoir invité. Merci aussi à cette fondation d'entreprise que je ne connaissais pas. Donc voilà, c'est bien d'apprendre des choses, jeunesse et entreprise. Pourtant, c'est facile à retenir. Bien sûr que si, je la connaissais. Mais voilà, c'est entre Yvon et moi, et c'est un petit truc. Il voulait croire un jour en venant me voir que je ne connaissais pas ce qu'il faisait, et il a été surpris quand je lui ai dit, forcément j'avais lu le papier juste avant, que je savais bien ce que c'était et quelle était l'importance que ça représentait pour moi. Puis surtout, effectivement, merci à Yvon, parce que sans lui, je ne crois pas que je serais venu. Non pas que j'en ai pas envie, mais il est quasiment venu me chercher par la peau du cou dans mon bureau. Et je suis là. Vous voyez, je ne sais pas résister. Je ne sais pas résister, mais encore moins aux jeunes. Donc, vraiment, un grand merci tout simplement de m'accueillir. Ce qui a été dit par Jean-Loup est absolument exact. J'ai fait un IUT avant Subdeco Paris, le SCP maintenant, ou SCP Europe, je ne sais plus, ça change de nom tout le temps. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ces 2 années qui, je crois, m'ont véritablement appris ce que c'était que la vie. L'entrée dans la vie après l'école, ça n'a rien à voir, et découvrir qu'effectivement, bien, on partageait beaucoup de choses avec beaucoup de gens sans forcément savoir où on voulait aller. En tout cas, en ce qui me concerne, c'était clair, je ne savais pas où je voulais aller. La preuve, c'est que je ne savais même pas que je voulais aller à Subdeco, mais j'y suis allé quand même. Ça avait beaucoup agacé mes professeurs de l'époque, parce que l'IUT venait de démarrer, et leur but, c'était de démontrer que l'IUT était une fin en soi, et que donc, il n'était pas question de faire ensuite un autre enseignement complémentaire. Je crois que les choses ont changé. C'est vrai que je reconnais que l'aventure était bien basée sur l'idée de former des jeunes rapidement pour rentrer dans la vie active rapidement, et que j'ai un peu foutu le souk, pour ne pas dire autre chose, mais c'était sans le vouloir. Et je crois qu'en plus, ça a servi à tout le monde, puisque finalement, et c'est ça qui est important, bien on arrive à faire ce que l'on a envie de faire, non pas parce qu'on croit qu'on va arriver à ce niveau, mais parce qu'on croit en ce que l'on fait. Voilà, ça sera mon premier mot pour vous. Si vous croyez en ce que vous faites, vous avez déjà réussi 50% de votre travail. C'est étant dit, ce n'est pas du tout aussi évident que ça, croyez-moi, parce qu'on se remet forcément en cause régulièrement, et ça, ce n'est pas toujours la meilleure des choses. J'entends souvent les jeunes dire on va se remettre en cause, pas trop, ce n'est pas nécessaire. Sachez qu'il y a des gens qui s'en occupent pour vous, de vous remettre en cause, donc tâchez d'abord de faire ce dont vous avez envie. J'ai un discours, qui est en fait une présentation et pas un discours, voilà, comme d'habitude, mais là je le dis très clairement, je ne vais pas l'utiliser, parce que je voudrais aller plus vite et plus dans le fond d'un certain nombre de problèmes et les partager avec vous. Ceci étant dit, ce papier, Président, on peut le distribuer, il y a des chiffres, il est très bien fait, mais ce n'est pas tout à fait ce que je vais vous dire, même si ça part du même sujet, puisque le thème, c'est clairement l'entreprise, donc l'entreprise pour les jeunes, l'entreprise aussi bien l'entreprise existante que la création d'entreprises, et puis en fait vous dire qu'il n'y a que l'entreprise, il n'y a pas l'entreprise que l'on forme, l'entreprise qui existe. Bien sûr, pour accéder à la vie active, ce n'est pas la même chose, mais in fine, c'est pareil. De la même manière, j'y reviendrai aussi, que de vouloir antagoniser les PME et les grandes entreprises, ce n'est pas non plus une solution. Et nous démontrons chez Total tous les jours qu'au contraire, c'est une chance. Et c'est d'autant plus une chance, c'est que les PME créent beaucoup plus d'emplois
et peuvent créer beaucoup plus d'emplois que les grandes. Assez curieusement, les grandes entreprises ne sont pas destructrices d'emplois, comme on le dit trop souvent, mais elles n'en créent pas autant qu'elles le souhaiteraient, puisque se modernisant, eh bien, automatiquement, sauf si c'est par la croissance, par leur métier de base, et c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter, eh bien, il y a de moins en moins de personnes que l'on utilise pour arriver au même travail. Moi, je suis toujours frappé, je vais commencer par vous utiliser un terme, arrêtons l'antagonisme et surtout arrêtons les contradictions. Vous remarquez probablement que la plupart des gens qui vous parlent, si vous écoutez bien, dans la même phrase, ils disent tout et son contraire. Et en ce moment, c'est tout à fait frappant, et en particulier chez nos hommes politiques. Et je ne veux pas commencer une bagarre avec les hommes politiques ici. D'abord, c'est trop facile. Puis en plus, ils ne sont pas là, donc ils ne sont pas là pour se défendre, ce n'est pas la peine. Mais de toute façon, ils sont indéfendables sur ce genre de choses. C'est qu'ils disent effectivement, honnêtement, aujourd'hui, n'importe quoi. Et je prendrai un premier exemple récent. J'ai entendu mon ami Michel Sapin hier nous parler d'une nouvelle loi, encore une loi, comme si on avait besoin de nouvelles lois, appliquons les existantes. Alors il y a une nouvelle loi là sur les stagiaires. Alors j'avais mal lu ce matin, mais je n'étais pas bien réveillé probablement. J'avais mal lu, j'ai cru qu'il voulait créer un nombre de stagiaires minimum par entreprise. Non, c'est un nombre de stagiaires maximum. Ah oui, pourquoi ? Ah ben parce que les stagiaires, c'est pas bien, parce que ce n'est pas des CDI, ce ne sont pas des contrats à durée indéterminée. Ben non, ce sont des stagiaires. Moi, j'étais stagiaire, c'est comme ça que je suis rentré chez Total. Donc ça peut marcher. Et il ne faut surtout pas considérer les stagiaires comme de la précarité. Les stagiaires, c'est bien. Maintenant, les boîtes qui utilisent trop de stagiaires, c'est là que je vais quand même répondre à la question. Les boîtes qui utilisent trop de stagiaires, c'est un scandale. Mais on a tous les moyens aujourd'hui, avec les inspecteurs du travail. On a un code du travail qui est un monstre. Un monstre. Il n'y a pas d'autre terme. Plus de 4000 pages. Et on en rajoute chaque année 200. Mais on n'en retire jamais une. Pourquoi ? Parce qu'on sait en France que rajouter. Or, qui dit rajouter des lois, ce qu'on peut comprendre quand même, dit supprimer celles qui ne sont plus valables, et en tout cas celles qui sont contradictoires avec les nouvelles. Alors voilà un exemple typique. Bien non, moi je trouve que fixer un nombre maximum de stagiaires par entreprise, c'est encore une de ces mesures à caractère même pas populiste, qui se voudrait populaire, enfin qui ne l'est pas. Et vous, étudiants, parce que vous allez voir que je vais vous amener très souvent là-dedans, c'est-à-dire à dire il faut qu'on vous entende, et je trouve qu'on ne vous entend pas assez, eh bien très clairement, moi ce genre de loi, je serais étudiant, je dirais c'est idiot, et c'est pas ce qu'on veut. Maintenant, les patrons salauds, ils payent. Et c'est normal. Mais on n'a pas besoin de loi pour ça, et surtout pas de loi qui, une fois de plus, vont réduire l'accès au travail des jeunes qui commencent à démarrer dans la vie. Voilà un exemple parmi d'autres. Il est tout récent, il est de ce matin, il est tout chaud. J'ose espérer qu'avec ça, on va empêcher la loi de se faire. J'ai un petit doute sur mon pouvoir seul. Maintenant, si tout Villetaneuse s'y met, avec les 4 campus et les 22 000 étudiants, plus que le fait que le président m'a dit qu'en plus il était président des présidents, et qu'en fait il représentait plus d'1 million d'étudiants, moi, avec mes petits 100 000 employés, je me plie devant la grande entreprise, mais sans rire, que vous êtes. Non, mais si on peut faire bouger les murs ensemble comme ça, on peut le faire. Et sans forcément faire la révolution, mais simplement en disant, c'est pas ce qu'on veut, on est étudiant, on voilà ce qu'on écoute. Maintenant, si vous pensez le contraire, bien évidemment, exprimez-vous aussi. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est forcément la bonne manière. Moi, j'y crois, parce que je crois qu'on a énormément de manières aujourd'hui de corriger les choses qui vont mal. On a énormément de manières de dire à un patron qui n'est pas bon dehors. Et je vous rappelle, au cas où vous ne le sauriez pas, un patron, ça se vire du jour au lendemain. Voilà. Maintenant, même dans les nouvelles gouvernances, je ne sais pas si vous êtes au courant, un patron, ça n'est même plus un salarié. Je suis sûr que vous n'êtes pas au courant de ça. Vous n'êtes pas encore parti des cours, je ne sais pas. J'ai été amené à démissionner de mon entreprise dans laquelle je travaille depuis 39 ans, il y a 5 ans, dans le cadre de la nouvelle gouvernance, éthique, Code AFEP-MEDEF, c'est de dire un patron d'entreprise ne doit pas être salarié. Voilà. Alors je ne peux pas vous expliquer pourquoi, parce que je n'ai pas compris. Mais il y a des gens qui pourront vous l'expliquer. Il paraît que c'est plus éthique. Donc j'ai démissionné. En plus, on vous donne quasiment, c'est comme en prison, on vous donne le papier blanc, la feuille, et tu signes. Et effectivement,
peut ne pas signer, mais à ce moment-là, on ne reste pas président. Je pensais que j'avais encore des choses à faire, donc je suis resté, mais c'est parce que je pense que j'ai encore des choses à faire. En tant que tel, ce n'est pas non plus une fin en soi. Mais c'est pour vous montrer toutes les choses aujourd'hui que vous ne voyez pas et qui vous donnent l'impression peut-être que les patrons sont ci ou pas ça et que, bon, ce sont des pervers. Il y en a, hein. Autant que chez vous, la statistique est la même. Donc je pense qu'il y en a plus ici, parce que forcément, vous êtes plus nombreux que les patrons. Mais pas plus non plus. Je veux dire, et je crois qu'en plus, les patrons de la nouvelle génération Yvon pourra ou pas me contredire. Hein, je ne parle pas des patrons modestes comme ils l'étaient, mais de ceux qu'on appelait les grands patrons ou les capitaines de l'industrie. J'adore ce terme. Pas qu'il n'y a plus de capitaine de l'industrie. Ben, heureusement. Je veux dire, on n'est pas dans l'armée. Maintenant, j'aime bien l'armée, mais chacun son métier. Mais non, voilà. Alors, plus de plumes, plus de plumes. Là, j'arrête parce que sinon, je vais dire des bêtises sur l'endroit où on peut se mettre les plumes. L'entreprise. Qu'est-ce que c'est que l'entreprise? Moi, je voudrais simplement vous dire aujourd'hui que j'aimerais bien que l'entreprise revienne au cœur des débats. Voilà. Pourquoi, quand on parle, comme vous le passez aujourd'hui, c'était le sujet, c'était clairement esprit d'entreprise et goût d'entreprendre. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, vous connaissez les sondages, je pourrais vous en donner plein. Il y a des chiffres d'ailleurs dans le papier que j'avais prévu de vous présenter. Eh bien, il y a effectivement aujourd'hui beaucoup de gens qui disent, sortant de l'université ou des grandes écoles, et d'ailleurs en l'occurrence surtout des grandes écoles, ben, nous on préfère travailler dans l'administration ou dans un certain nombre de services publics, mais moins dans l'entreprise. L'entreprise étant probablement considérée comme risquée, ce qui est un fait, mais ce n'est pas une raison. Et puis quand on demande aussi, il y a beaucoup de parents, il y a d'autres sondages qui ont été faits là-dessus, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour vos enfants? Ben, c'est de rentrer dans l'administration aussi. Pourquoi? Parce que c'est plus protégé que l'entreprise. Moi, ce qui me désole là-dedans, c'est déjà de ne pas considérer que l'administration, ce soit une entreprise, et de ne pas considérer l'entreprise, c'est l'entreprendre. C'est donc le fait de faire quelque chose, et ce n'est pas parce que c'est privé ou public que ce n'est pas une entreprise. De la même manière que, je vous dis beaucoup de choses à la fois, hein. De la même manière qu'on dit que, par exemple, les banques sont des banques. Donc on va mettre les banques et puis l'entreprise, en disant l'entreprise et les banques ne sont pas d'accord. Mais la banque, c'est une entreprise. Ce n'est pas autre chose. Alors on peut ne pas aimer le métier de banquier, on peut considérer qu'ils ont fait pas mal d'erreurs ces derniers temps, mais en même temps dire que ce n'est pas une entreprise, c'est tout simplement débile. C'est une entreprise qui est d'ailleurs en ce moment à haut risque, qui a perdu 25 000 postes ces dernières années, c'est-à-dire depuis la crise de 2008. Donc quand on s'explique pourquoi le chômage ou pas, il faut aussi savoir qu'il y en a dans ce domaine, comme dans d'autres, et qu'à nouveau, attention à nos propos, qui sont de temps en temps extrémistes. Quand on dit mort aux banquiers ou mort aux banques, ben ça finit par marcher. Et ce sont des employés comme vous et moi. Il n'y a pas que des super banquiers et les super traders et les super spéculateurs qui jouent sur le Libor ou pas à Londres. Donc là aussi, attention aux propos que nous tenons parce qu'ils ont des impacts sur la vie réelle. Et ça, je ne suis pas sûr qu'on en soit toujours persuadé, parce que notre but, c'est de faire passer des idées, certes, mais attention au prix à payer ensuite pour nous tous, c'est-à-dire surtout pour vous, les jeunes, parce que c'est vous qui allez rentrer dans ce monde. Et si vous pensez qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de banquiers, c'est-à-dire de banques, vous vous trompez. Il faut peut-être changer le nom, il faut certainement les rendre plus disciplinés sur un certain nombre d'opérations, mais en même temps, ils doivent rester à l'intérieur de ce qu'on appelle l'entreprise. Pourquoi j'insiste maintenant beaucoup sur l'entreprise, c'est que pendant trop longtemps, malgré les efforts de certains, que ce soit via le MEDEF ou autre, MEDEF toujours très attaqué parce que MEDEF signe du grand capital, etc., ou comme le CAC 40. Bon, il y a eu des erreurs, il y en aura encore, et la communication est essentielle. Mais heureusement qu'il y a eu quand même des patrons comme Yvon Gattaz, qui ont quand même contribué à faire bouger les murs. Alors ça ne s'est pas toujours vu, parce qu'on en attendait plus. Moi, quand je l'ai connu, c'est-à-dire on ne se connaissait pas, j'étais un petit jeune comme vous, bah, je le trouvais effectivement un peu, désolé, hein, mais pas d'avant-garde, quoi. Et je pensais qu'on pouvait faire plus. Bon. Bah, j'ai découvert que ce n'était pas aussi facile que ça, et puis qu'en plus, quand à son âge pas du tout vénérable,
on s'occupe encore de causes comme celle qu'il défend, chapeau l'artiste. Mais c'est vrai qu'en même temps, il faut accepter de ne pas être accepté. C'est-à-dire, voilà, je suis le patron de Total, j'assume. C'est sympa d'ailleurs de m'accueillir gentiment comme ça. Il y a des endroits où, non, de moins en moins d'ailleurs. C'est vrai, c'est de moins en moins, parce que je dis simplement, si vous m'accueillez comme ça, je ne reviendrai plus, c'est tout. Mais c'est pas ça le sujet. C'est qu'effectivement, on a des choses à faire ensemble, et qu'on a fait déjà nous, beaucoup de choses en Seine-Saint-Denis, 9-3 ou pas, mais par exemple avec le microcrédit, auquel je crois énormément. Donc tout ça, ça fait partie de la vie de l'entreprise, qui doit à nouveau prendre la parole. Les chefs d'entreprise ne parlent pas assez aujourd'hui. Ils parlent pour gueuler, mais gueuler, c'est trop tard. Ils devraient apprendre à parler pour faire partie de la vie active et décisionnaire. Aujourd'hui, ceux qui décident, et vous le voyez régulièrement, bien ce sont, et c'est normal d'abord, l'État, le gouvernement, les élus, tout ça c'est normal. Ensuite, il y a les représentants des associations, donc beaucoup d'ONG. Puis ensuite, il y a des associations syndicales, qu'elles soient patronales ou employées. Et je ne dis pas qu'elles ne représentent pas l'entreprise, mais en même temps, l'entreprise, ça ne peut pas être que représentée par un syndicat, il faut les deux. Eh bien, les chefs d'entreprise, on ne les voit pas. Et dans tous les débats récents qu'il y a eu, l'entreprise a été absente des débats. Et je dis ça parce que je partage cet avis avec le patron du MEDEF, la précédente et l'actuelle. Tous les deux ont reconnu que l'entreprise n'était pas représentée dans les grands débats. La transition énergétique, il a fallu qu'on travaille quasiment en catimini. C'est normal, c'est Total. On est la seule compagnie pétrolière en France, c'est quand même normal qu'on ne parle pas. Bon, on a parlé quand même, mais il a quasiment fallu s'accrocher. Quand il s'agit aussi des débats sur le code du travail, ou sur, par exemple, les salariés à l'intérieur d'un conseil d'administration, ce que j'estime être une erreur primaire, et alors là, du populisme stupide, parce que le dialogue entre l'entreprise et les employés, il doit avoir lieu, bien évidemment. Et il y a d'ailleurs plein d'endroits pour le faire, pas dans un conseil d'administration, et surtout avec un salarié administrateur, mais non actionnaire. Quelle est la logique? Et dans un groupe international, de le faire élire par les syndicats français, alors qu'on a plus de salariés étrangers. Enfin, tout ça, c'est malheureusement des choses auxquelles vous allez être confrontés. Et j'espère que vous allez mettre un peu d'ordre avec ce que j'appelle simplement du bon sens. Mais du bon sens par l'entreprise. Et à nouveau, cette entreprise ne parle pas. Et comme elle ne parle pas, on parle à sa place. Et ça, c'est pas possible. Autre exemple, c'est l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe, je pense que ça vous préoccupe. Il va y avoir des élections bientôt. J'étais à Bruxelles récemment pour un colloque du Nouvel Obs sur lequel on devait s'exprimer sur l'Europe. Moi, j'ai demandé à venir parce que je trouvais normal que l'entreprise s'exprime. Sinon, on aurait eu quoi? Il y avait à ma table ronde, j'adore ce terme de table ronde, comme aujourd'hui, absolument. C'est pour ça que je n'ai pas toujours réussi des meilleures études. Je n'ai pas compris que c'était rond. Pour moi, c'est rectangulaire. Et on est aligné. Mais c'est bien. Donc je pensais que l'entreprise avait raison d'être et de participer à cette table ronde. Mais effectivement, j'avais un philosophe de l'économie, belge. Donc on avait fait quand même la diversité. Il y avait 2 Belges et 2 Français. Il n'y avait pas de Françaises et de Belges, mais c'est déjà un début. Il n'y a pas beaucoup. Il y a une femme à la tribune. Si, j'ai remarqué, j'ai dit bonjour d'ailleurs. Mais il y avait ce débat, on était parti pour avoir un débat entre un philosophe, un commissaire, Michel Barnier, donc je connais bien, et puis Didier Enders, qui est le ministre des Affaires étrangères belge, ancien ministre de l'Industrie, donc il connaît bien son travail et des finances. Donc pas de problème. Mais l'entreprise n'était pas là. Et le commissaire commence par dire, mais on a tout fait, monsieur de Margerie, on a tout fait, regardez tout le nombre de textes de loi que j'ai préparés. Oui, j'ai dit oui, et c'est où, nous? On est où là-dedans? On est intervenu à quel moment dans votre débat? Ah, attendez, on a fait des livres verts, des livres blancs. Je dis oui, il est où votre livre blanc? Il est sur le net. Oui, alors on va dire un mot sur le net si j'ai le temps, mais il faut que j'accélère. Bien, oui, on a ouvert, mais ouvert, ils ouvrent, mais si vous répondez, ils ne prennent pas, et de toute façon, ils en font qu'à leur tête. Bon, et pourquoi? Parce que c'est comme ça. Donc la commission ou les commissions pondent des papiers tous les jours
Je signale que l'Europe, hein, contrairement à ce que vous pensez, elle existe. C'est-à-dire que l'Europe européenne n'existe pas, si vous l'aimez. Donc l'Europe politique, elle est complètement à l'état d'électroencéphalogramme plat. Et par contre, l'autre, elle est en hyper-réactivité. C'est l'ensemble des commissions qui nous pondent aujourd'hui des textes, mais des centaines par jour, dans tous les domaines, et en particulier sur nous, l'environnement. Et pourquoi pas, mais personne n'est là pour vérifier quel est l'impact sur l'économique. Est-ce que ça fonctionne ou pas avec les autres pays? Est-ce que ça ne met pas en cause la compétitivité dont on nous rabâche les oreilles? Bref, on retombe sur ce vrai débat, pour moi, de fond, et qui serait important que vous régliez au niveau même de vos études, c'est est-ce que ce que l'on fait est d'abord logique par rapport à soi-même, par rapport à elle-même? Est-ce que tout ce que nous faisons, y compris dans vos études, regardez-le, c'est intéressant, est-ce que vous ne trouvez pas de temps en temps des choses qui peuvent vous paraître contradictoires? Et si oui, il faut vraiment faire la chasse à cette contradiction. De la même manière qu'il faut faire la chasse sur la contradiction que l'entreprise n'est pas l'ami du citoyen et que l'entreprise n'est pas la société qui crée des emplois et donc de la valeur. Je me suis un peu taquiné, un peu plus, avec une gentille personne à Aix, club des économistes, quand j'avais dit qu'il ne fallait pas oublier que c'était l'entreprise qui créait de la valeur et que l'État, son rôle, c'était de s'assurer de la redistribution, d'éviter les excès et bien évidemment pas de créer de la richesse. Bien évidemment, je me suis fait attaquer en disant que, bien sûr que si, que l'État crée de la richesse et que rien. C'est-à-dire que je l'ai interrompu en disant je crois qu'on s'est trompé. Je ne parlais pas de richesse intellectuelle. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'État. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des grands esprits qui viennent des corps de l'État, fort heureusement. Mais je ne parlais pas de cette richesse-là. J'avais le tort de parler simplement de la richesse à partager, c'est-à-dire la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée au sens économique du terme. Et l'économie n'est pas un vain mot. L'économie est nécessaire. Le développement durable, c'est avant tout de faire des profits. Une société qui ne fait pas de profit ne peut pas payer de salaire. Une société qui ne paye pas de salaire ne crée pas d'emploi. Donc cette chasse au profit est aussi une absurdité. Le profit excessif, bien sûr. Et le profit pour le profit, encore plus. Mais dire que le profit n'est pas bien, ou que le profit est antisocial, c'est simplement irresponsable. Par contre, dans l'éthique, il doit y avoir, par définition, une forme de, ensuite, partage de la richesse une fois qu'on a payé les salaires. Mais qu'est-ce qu'on fait d'abord? On paye d'abord les salaires. Donc les salaires, c'est de la valeur ajoutée, ce n'est pas du profit. Vous voyez, je vous embarque plein de choses là. Ça vous donne l'impression que ça part un peu dans toutes les directions. Non, ça va revenir à une seule chose. Vous allez vous préparer pour rentrer dans la vie active. Dans la vie, ça fait longtemps. J'espère que vous y êtes rentrés. Là aussi, cette notion de je rentre dans la vie active. Non, vous rentrez dans une autre partie de votre vie qui consiste à prendre en partie son sort en main, c'est-à-dire de trouver des formes qui permettent de vivre en se rémunérant, ou plutôt en se faisant rémunérer. Deux options, vous avez la grande entreprise, ou l'entreprise existante, et puis vous avez la création d'entreprise. Et je voudrais terminer là-dessus. Les grandes entreprises, à nouveau, pourquoi pas? Il y a Laurence en face de moi qui s'occupe de nos recrutements, vous dira que chez nous, contrairement à ce que vous pouvez peut-être penser, 45% de nos cadres sont embauchés à l'université et non pas dans les grandes écoles, qu'elles soient d'ingénieurs ou de commerce. Oui, il y en a forcément, le reste fait 55, si tout va bien. Mais les 45 sont bien dans l'université. Donc il y a des opportunités. Et les grandes entreprises, c'est aussi de la technologie, c'est aussi du hyper-recherche, probablement beaucoup plus qu'ailleurs. Alors certes, ce n'est pas Google, ce n'est pas Microsoft, etc. Non. Mais c'est quand même dommage quand on veut donner un exemple au vu de société dynamique, on puisse donner qu'une société qui travaille sur le net ou sur le numérique. Non, je peux vous assurer qu'on peut faire chez Total, et en plus avec l'aide du net et du numérique, énormément de choses absolument fabuleuses et qui sont tout aussi, à mon avis, intéressantes que Google. Maintenant, je ne critique pas Google. Je dis simplement, quand on entend toujours « Ah, ce sont des sociétés qui ont effectivement le sens de la créativité, le sens de la recherche, le sens de l'audace », je dis non, ce n'est pas les seuls.
mais peut-être qu'elles ont une meilleure visibilité et une meilleure acceptabilité, et c'est normal. Donc n'oubliez pas la possibilité de rentrer dans des entreprises industrielles, lourdes, et qui sont quand même là pour que Google puisse marcher, puisque Google sans énergie, ça n'existe pas. Ça, il n'aime pas ça, le patron de Google, quand je lui ai dit ça. Mais tant pis, c'est comme ça. Et puis la création d'entreprise, pour terminer. La création d'entreprise, j'ai toujours été un grand défendeur. Mais en même temps, tout en sachant qu'il ne faut pas que ça devienne quelque chose que l'on fait quand on ne sait pas quoi faire d'autre. Et attention à cette tendance. Il y avait une époque où on rentrait dans l'armée parce qu'on ne trouvait pas de job. Il ne faudrait pas que créer sa société, c'est parce qu'on ne trouve pas d'emploi. Quand on veut créer une société, il faut vraiment avoir un but très précis, une envie très forte, et savoir qu'effectivement, les chances de succès ne sont pas très importantes. Je ne suis pas du tout en train de vous désespérer sur la création d'entreprise. Bien au contraire, mais il faut avoir un plan, et puis surtout, il faut aussi savoir se faire aider dans certains cas par les grandes entreprises, qui doivent être des grands frères en la matière, que ce soit pour la PME ou pour les créations d'entreprises, les deux. Parce que les PME, elles ne peuvent pas en plus s'occuper de la création d'entreprise. Elles ont déjà leurs propres problèmes. Donc vous nous trouverez toujours, et moi en particulier, défenseur des créations d'entreprises, mais à nouveau, attention que ça ne soit pas un peu une fuite en avant. Parce que ça, moi, ça me fait peur quand j'en vois de temps en temps venir me voir, et je leur dis très clairement, ça me paraît quand même pas très bien préparé. Je suis très gêné de dire ça, parce que c'est dur de dire une chose pareille à un jeune, de lui dire attention, ton truc n'est pas fait. Mais en même temps, je crois que c'est aussi notre responsabilité. Parce que notre responsabilité, c'est de vous aider, c'est pas de vous aider à vous casser la figure. Il y a déjà suffisamment d'occasions de le faire. Mais si on arrive à remettre l'entreprise, que ce soit par le biais de la création ou par le biais des jeunes qui rentrent dans le cadre de nouvelles embauches à l'intérieur des entreprises existantes, moi je crois qu'il y a un véritable futur, qu'à ce moment-là on arrêtera peut-être un petit peu de parler tout le temps de Front National, UMP, machin, etc., même si c'est sûrement très important, mais qu'on parle d'entreprise, de créativité et in fine d'emploi. Et puis surtout sans oublier, puisque c'est un peu maintenant notre leitmotiv, sécurité et environnement. Mais là, ça serait un débat à part entière, donc je vous laisse le soin d'y penser. Moi, je veux bien reparler un jour sur un thème plus précis, mais je voulais aujourd'hui vraiment vous dire un mot. L'entreprise doit retrouver sa place, et ça sera avec vous, et pas sans vous par définition. Et à ce moment-là, il ne faut pas avoir peur de la défendre, même si vous devez en même temps attaquer tel ou tel point que vous trouvez inadmissible, et je vous assure qu'il y en a, on peut même vous aider. Mais remettre l'entreprise avec les jeunes au centre du débat, c'est pour moi en tout cas, je peux vous le dire, une de mes occupations principales du moment. Pourquoi ? Parce que j'y crois, et je crois qu'il est vraiment temps maintenant qu'on reprenne, non pas, je vais dire, la main, on l'a, mais qu'on reprenne la parole et que du coup, on arrive à faire passer un message aux jeunes. Oui, il y a des possibilités, oui, ça va se faire. 4 mots sur la Total Attitude, et pour vous montrer comment ça fonctionne chez nous, ce ne sont pas des valeurs, ce sont des attitudes. Chez Total, je défends 4 attitudes. L'audace, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. L'audace, l'écoute, la transversalité et la solidarité. Après ça, vous les mélangez dans tous les sens, mais vous verrez que ça couvre beaucoup de choses, mais que ce sont des attitudes et non pas des valeurs. Les valeurs, c'est un autre débat. Et à nouveau, moi, je ne suis pas là aujourd'hui pour défendre des valeurs, mais pour défendre des attitudes volontaristes, d'optimisme et surtout, comme pour tout, ensemble. Merci, Monsieur de Margerie, pour ce plaidoyer pour la place de l'entreprise dans la société. Et je passe la parole maintenant à Monsieur Yvan Gattaz, qui va donc nous faire part de son expérience. Voilà. Son expérience. Est-ce qu'on m'entend bien ? Ça va ? Bon. Eh bien, vous avez compris maintenant pourquoi mon ami Christophe de Margerie est PDG de la plus grosse entreprise française. Il a ces qualités d'émission, comme je les appelle, c'est-à-dire cet enthousiasme, cette ténacité, ce charisme, cette exemplarité, ce dynamisme qui font école. Et c'est pas par hasard qu'il est arrivé au sommet de la pyramide, vous l'avez compris.
En plus, la sollicitude et l'intérêt qu'il porte aux jeunes est également porteur d'espoir pour vous. Vous l'avez également compris et je me réjouis, je le remercie encore d'être venu à cette réunion sur goût d'entreprendre, esprit d'entreprise dont il a parlé avec beaucoup de talent. Et moi, de façon plus réductrice, je vais vous dire quelques mots de la création d'entreprise. Mais pas n'importe quelle création d'entreprise. Je vais vous parler de la création d'entreprises de croissance à partir de zéro. Des conditions tout à fait particulières qui vont peut-être vous paraître difficiles, mais qui, vous le verrez, sont tout à fait accessibles. Et pour vous montrer que c'est possible, j'ai amené avec moi des jeunes créateurs d'entreprises, 3, qui vous expliqueront leur propre expérience. Certains sont même sortis de votre université. Ils vous raconteront comment ils sont arrivés à créer une entreprise ex nihilo. Je dis bien ex nihilo, parce que très souvent on me pose la question, est-ce qu'il faut être le fils de Rockefeller pour créer une entreprise? Rassurez-vous, je ne l'étais pas moi-même. J'étais avec mon frère, il y a bien longtemps, c'est une histoire un peu préhistorique que je vais vous raconter. C'est mon âge. C'est pour ça que je ne donnerai pas la date à cause des jeunes filles qui sont dans la salle et qui se demanderaient comment je ne suis pas encore mort. Je suis toujours vivant. Et donc, il y a très très longtemps, mon frère et moi, nous étions tous les deux ingénieurs d'écoles différentes. Et on n'avait pas trop mal réussi. On était plutôt ce qu'on appelle chez le président des bons élèves, qui suivaient les cours régulièrement, qui avaient d'assez bonnes notes et qui ne se faisaient pas trop remarquer. Et puis on est rentré dans des entreprises où on a monté en grade. Moi j'étais devenu ingénieur en chef dans une usine automobile. Enfin, nous avions peut-être l'espoir de monter sur l'arête de la pyramide que connaît bien Christophe de Bargerie, mais vous savez que les pentes sont très glissantes, qu'on n'est jamais sûr d'arriver au sommet, et puis qu'en France, il est quelquefois de tradition qu'en étant numéro 2, au moment où on arrive au sommet de la pyramide, on s'aperçoit qu'un haut fonctionnaire qui est parachuté. On dit même qu'ils ont peur d'être parachutés maintenant et qu'ayant la crainte du vertige, ils se font élitreiller. Bien, devant cette crainte des parois glissantes d'une pyramide abrupte, nous nous sommes dit, la seule façon d'être PDG, c'est de fabriquer son fauteuil de PDG. Et nous sommes devenus menuisiers. Nous avons fabriqué notre fauteuil tous les deux en créant une entreprise à partir de zéro. À une époque, chers jeunes gens, où il était interdit à des diplômés de créer une entreprise. Ce n'était pas déconseillé, c'était interdit. Vous n'avez quand même pas fait des études, vos parents ne sont pas sacrifiés, nos parents étaient enseignants. Et nos grands-parents aussi, nous sommes fils et petits-fils d'enseignants. Donc par définition, désargentés. Vos parents n'ont quand même pas fait des sacrifices pareils pour que vous alliez tout miser dans une arrière-cour, dans une idée totalement farfelue. Or, vous savez que plus l'idée est farfelue, plus elle a des chances de devenir grande. On le sait depuis Bill Gates et Steve Jobs et quelques autres. Nous voilà partis tous les deux. Nous créons une entreprise dans un fond de cour, 20 rue Oberkampf, dans le 11e arrondissement, 110 mètres carrés, un tour, 2 personnes et des toilettes. C'est parti. À une époque où tout le monde nous regardait avec des grands yeux, car ce qu'on ne savait, ce que vous ne savez sans doute pas, c'est qu'à cette époque, et ça ne l'est plus, vous avez de la chance, il y avait à l'époque, quand on passait d'une position de cadre à une position d'aventurier de fond de cour, une chute sociale verticale, que n'appréciaient pas beaucoup les familles. Alors, madame, votre mari était bien ingénieur en chef avant, oui, parfaitement, dans une grande entreprise d'automobile, mais oui. Et maintenant, il rentre avec un peu de cambouis sur les mains, il est artisan de fond de cour. Vous voyez la déchéance sociale. Et ça a été, vous allez peut-être me croire, une des raisons principales de la non-création d'entreprises en France pendant des décennies. D'ailleurs, la création d'entreprise n'était pas répertoriée. Personne n'en parlait. Si vous aviez demandé à votre voisin de palier
comment naissait une entreprise, ils n'en savaient rien. Certains pensaient que ça naissait dans les choux, et d'autres que c'était apporté par les cigognes. C'est vous dire. C'était inconnu. Ça m'a rappelé ce que me disait mon professeur de sciences naturelles du collège de Bourgoin dans l'Isère où j'ai passé mon enfance. Il nous demandait d'apporter des insectes le lundi matin. On apportait des insectes qu'on trouvait dans les bois et dans les prés. Il sortait ses gros livres de sciences naturelles et il nous donnait le nom de l'insecte, généralement en latin. Et lorsqu'il ne trouvait pas le nom de l'insecte malgré ses recherches, il nous rendait l'insecte en disant « cet insecte n'existe pas ». Ce qui nous plongeait déjà dans un abîme de perplexité. Eh bien, la création d'entreprise en 1952 était l'insecte qui n'existait pas en France. Ça n'existait pas. Donc, on crée une entreprise qui n'existait pas, une création qui n'existait pas. Nous n'existions pas. Nous étions résultats. Étonnez-vous qu'il n'y ait pas eu de création d'entreprise à l'époque. J'ai écrit un livre là-dessus un peu plus tard, en 1970, que certains d'entre vous connaissent, puisqu'ils m'en ont parlé tout à l'heure, j'étais très fier. Ça s'appelait Les Hommes en gris, sorti chez Robert Laffont en 1970, en expliquant que les diplômés, comme vous êtes, vous serez bientôt, devaient créer des entreprises et qu'ils avaient toutes les chances de réussir. Et j'ai porté ce livre au directeur de l'école d'ingénieurs dont je sortais, l'école centrale de Paris. Je suis allé voir mon ami Jacques Baron, qui était un homme d'ailleurs tout à fait remarquable, et je lui dis, je t'apporte mon livre, il faut que tu fasses du prosélytisme dans ton école pour favoriser la création d'entreprises par des diplômés, enfin. Il m'a dit, Gattaz, tu es fou. Tu ne vas pas, m'a-t-il dit, c'est gravé dans ma mémoire, détourner nos élites, car ce sont des élites, c'est bien connu, des voies royales de l'administration et éventuellement des grandes entreprises, qui sont effectivement des voies royales, pour les égarer dans les taillis, dans les sous-bois. Nous étions égarés dans les sous-bois. C'est vous dire que la création d'entreprise n'existait pas. Alors, je suis en train de terminer un livre sur cette histoire qui sortira au début de l'année prochaine, et j'aurais bien voulu vous l'amener, mais il n'est pas encore sorti. Je suis en train de relire les dernières pages qui racontent cette histoire. Pourquoi la France a tant pris de retard dans la création d'entreprise? Mais par bonheur, je vous le dis tout de suite, nous venons de subir 2 révolutions successives. Après la guerre, malgré les 30 glorieuses, on ne créait pas d'entreprise. Dans le livre dont je vous ai parlé, j'avais fait quelques statistiques dans les grandes écoles scientifiques et commerciales qui prouvaient que 0,3% des élèves des grandes écoles, 1 par promotion de 300, créaient une entreprise viable au bout de 3 ans. 1 par promo de 300. Alors qu'à la même époque, au MIT, à Boston, que vous connaissez, ils créaient 3% des élèves des entreprises 10 fois plus que la France. Nous prenions à cette époque un retard invraisemblable dans la création d'entreprises. Eh bien, malgré nos conférences, malgré nos livres, malgré nos incitations, malgré notre exemple, ça n'a pas beaucoup bougé. Et je dois vous dire que j'ai moi-même un peu désespéré. Mais par bonheur, vous savez, c'est le miracle du jardinier. On sème, on laboure, on sème, on roule, on arrose, et ça ne pousse pas. Et on se dit, bah, mes semences devaient être mauvaises. Et puis d'un seul coup, au moment où on l'attend le moins, l'herbe pousse partout. Et bien c'est ce qui s'est passé avec retard, l'herbe a poussé. Vers les années 2000, même un peu avant, les Français, les jeunes Français, comme vous, ont été pris d'un seul coup par l'envie de créer quelque chose. La création d'entreprise est devenue enfin un acte honorable. Avant, c'était une histoire de farfelu. Là, c'était devenu un acte honorable. C'était plus, les créateurs n'étaient pas des héros comme aux États-Unis, mais nous étions des aventuriers honorables, qui méritaient d'être respectés. Et cette réputation est restée. Aujourd'hui, je peux vous le dire, si vous avez besoin de cette assurance, vous pouvez créer une entreprise, vous êtes des étudiants et des créateurs parfaitement honorables pour la société d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est difficile à dire. Les Français ont compris que
le goût d'entreprendre et le goût du risque, dont a parlé si bien Christophe de Bargery tout à l'heure, pouvait souffler sur toutes les classes de la société, chez toutes les formations, chez les ingénieurs, chez les non-ingénieurs, chez les diplômés, chez les non-diplômés, chez les littéraires, chez les scientifiques, mais oui, tous, tout le monde peut créer des entreprises. Alors, quel est le secret de création d'entreprise? Il y a d'abord un secret. Le secret principal, c'est de trouver le créneau produit-marché porteur. Ça, comme disait Géligné, c'est le grand secret de la création. Par exemple, mon frère et moi, on a dit on va créer une entreprise, mais on voulait fabriquer quoi? Si je n'ose pas vous le dire, mais nous avons fait un compteur de vitesse moyenne par division logarithmique. Il n'y avait pas les puces à l'époque. Nous avons fait des avions téléguidés qui se cassaient la figure, qu'il fallait complètement restaurer après. Mon frère avait dessiné un scooter des neiges, mais il fallait partir au Canada, où j'ai rencontré mon ami le professeur Bauger, ici présent. Oui, je vous raconte tout ça, mais beaucoup d'autres projets. Et nous ne trouvions pas. Nous sommes restés à peu près 1 an et demi, près de 2 ans, à chercher quoi fabriquer. Et puis, vous savez, comme pour les chercheurs de champignons, la fortune sourit un jour aux audacieux. Un jour, l'ingénieur nous a dit: est-ce que vous avez entendu parler du nouveau programme de télévision SECAM que la France va bientôt lancer? 819 lignes au lieu de 625, une définition bien plus fine. Mais il fallait descendre de l'antenne par un câble coaxial de 75 ohms et personne en France ne savait raccorder électroniquement ce câble au récepteur. Il fallait que des mécaniciens à moitié électroniciens puissent se pencher sur le problème et tenter de le résoudre. N'ayant peur de rien, mon frère et moi, nous sommes allés au Centre national d'études des télécommunications, CNET, et nous avons dit: on va vous prendre vos problèmes et on va vous le résoudre. C'était un peu présomptueux, c'est vrai. Premier maquette, deuxième prototype, troisième, cinquième. Au 15e prototype, il était bon, admis, accepté. Et 60 ans après, c'est encore le même qui est derrière votre poste de télévision. C'est le brevet Gattaz Frères de 1952, entreprise que nous avons d'ailleurs revendue au bout de 6 ans. Donc il y a très longtemps qu'on ne fabrique plus ces produits-là. Mais c'est vous dire qu'on peut démarrer même sur une fausse idée. Le droit à l'erreur peut être instructif pour ceux qui savent l'exploiter. Nous sommes lancés, nous, dans une fiche de télévision compliquée, qui ne gagnait pas d'argent, etc. C'était une fausse filière qui nous a mis le pied à l'étrier. Nous sommes passés du connecteur grand public à un connecteur professionnel, télécommunications, radar, instrumentation, aéronautique, spatiale, etc., qui est maintenant toujours notre spécialité. Bien voilà, ne pas avoir peur de l'erreur de départ, ne pas avoir peur d'y aller, trouver un projet innovant. Alors très souvent, je vois des jeunes qui viennent me dire: mais si je fabriquais des rasoirs comme Bic? Il est peu probable que vous les rattraperez sur ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage. Ils ont fait des progrès depuis 40 ans, irrattrapables sur le prix de revient, la méthode, etc. Il vaut mieux que vous trouviez un projet parfaitement innovant. Or, il se trouve que vous vivez aujourd'hui dans un miracle, le miracle du numérique. Le numérique est une révolution bien plus grande que celle de l'électricité, bien plus grande que celle de Gutenberg. C'est la révolution des révolutions, qui change tout, y compris les modes de pensée. Eh bien, profitez-en. Il y a tout à trouver dans le numérique. Dans vos cours, vous avez appris les théories de Jean-Baptiste Say, l'économiste, qui disait, sous une forme un peu différente, que les débouchés étaient vraisemblablement infinis. Il avait raison. Les débouchés, en particulier du numérique, sont proprement infinis. Et il se trouve que vous avez plus de nez, plus d'intuition de marché que nous. Un conseil: ne demandez jamais aux anciens, aux seniors comme nous, s'il faut faire tel ou tel métier, tel ou tel produit, tel ou tel service. Nous n'en savons rien. C'est le secret stratégique de l'entrepreneur. Nous pouvons vous donner des conseils, c'est Christophe de Bargery, pour beaucoup de choses. Le business plan, le plan financier,
et même étudier si vous avez les qualités d'émission, ces qualités différentes des qualités de réception dont je parle sans arrêt. On peut vous aider dans ce domaine. Ne nous demandez pas ce qu'il faut fabriquer. On m'avait demandé de présider le premier concours sur la création d'entreprise. Et on voulait définir, donner un prix à celui qui avait le meilleur projet. J'ai refusé par bonheur. Celui qui a eu le premier prix a fait faillite 6 mois après. Et le bruit a couru pendant longtemps que pour faire faillite, il fallait avoir un prix de création d'entreprise. Ce qui est notoirement exagéré. Ne demandez pas de conseils aux anciens, on vous en donnera. Alors, il va falloir que j'abrège un peu parce que sur ce sujet, je suis intéressable et je pourrais continuer jusqu'à demain matin et le président ne serait pas content. Allez, 2-3 mots encore, 2-3 conseils d'un ancien qui fait des conseils depuis un demi-siècle sur ce sujet-là que je connais bien. Et je reste à votre disposition à Jeunesse Entreprise où nous conseillons énormément de jeunes et où nous avons, je dois vous le dire, assez peu d'échecs. Sur les centaines de jeunes que j'ai conseillés, je n'ose pas dire, mais des centaines, nous n'avons connu que 2 ou 3 échecs. Finalement, le risque entrepreneurial est beaucoup plus faible que tout le monde le croit. Par bonheur. Par bonheur. Et puis, je vous répète, les plus intelligents savent se rattacher aux manches. Alors, le risque est grand. Il faut avoir le goût du risque. Le goût du risque, qu'est-ce que c'est que le risque quand on crée une entreprise? C'est comme quand vous conduisez une voiture. Vous avez des phares qui éclairent à 50 mètres et pour vous arrêter, il faut 100 mètres. Le risque, c'est 50 mètres d'obscurité. Eh bien, l'expérience prouve qu'on peut conduire quand même la nuit et qu'il n'y a pas trop d'accidents. Le risque, c'est ça. C'est la partie d'ombre. Il faut le prendre. On ne peut pas, si on appliquait le principe de précaution de façon étendue et obsessionnelle, on ne créerait plus d'entreprise en France. Alors, vous avez un taux de risque qui est congénital. Nous avons le maximum de taux de risque à 20 ans. Mais attention, l'escalier du risque descend tout le temps et ne remonte jamais. Si vous attendez trop longtemps pour créer votre entreprise, vous aurez une très belle situation, vous ne la lâcherez plus. Si vous vous mariez et que vous avez de petits-enfants, vous ne voudrez pas leur faire courir trop de risques, etc., etc. Et l'escalier du risque descend sans cesse jusqu'au rhumatisme et au cholestérol, où là, c'est terminé. Donc, créez votre entreprise jeune, n'ayez pas peur, c'est ce qu'il faut faire. Quand vous vous lancerez, il faut remonter ses manches, il faut faire travailler. La résistance à l'épreuve est une des qualités des missions principales. Quand on demandait à Conrad Hilton, le créateur des hôtels, ce qu'il fallait faire pour créer une chaîne d'hôtels, il répondait: jeune homme, c'est très simple, il faut simplement savoir que le rideau de douche doit toujours être à l'intérieur de la baignoire. Le souci du détail, car vous savez, le diable se cache dans les détails. Alors, pour terminer, un jour, je faisais un petit amphi comme ça, dans une grande école commerciale, dont je ne donnerai pas le nom. Et un élève m'a dit, mais... On ne parle pas de la concurrence. On ne parle pas de la concurrence. Un élève m'a dit, mais monsieur, vous voulez bien avoir une petite recette culinaire pour créer une entreprise. Alors, je lui ai dit, écoutez, on va en trouver une ensemble. Alors, dans la marmite, vous mettez, pour créer une entreprise ex nihilo, à partir de 10% de finances. Et ça suffit. Je vous l'ai dit au début, pas besoin d'être le fils de Rockefeller. Deuxièmement, 10% de compétences. Compétences ou diplôme de Viltadeuse, qui est une excellente compétence. 40% de vaillance, il reste 40%, bien sûr, vous avez fait le calcul avec moi, et 40% d'inconscience. Vous avez vu que tout ça, c'est pour rimer. Hein. La conscience, en fait, c'est le goût du risque, vous l'avez compris. Mais j'allais me mettre, faire des rimes, c'était plus joli. Et voilà. Laissez mijoter, et servez chaud, et ça marche. Et voilà. Donc, voilà ce qu'il faut pour créer une entreprise. Et j'en terminerai, je vous le dis au début, vous pouvez créer une entreprise tous à partir de zéro. Vous pouvez créer une entreprise sans argent. On en trouve. Il faut chercher. Mais c'est très bien que vous cherchez. Ça vous fait un test liminaire tout à fait instructif. Et moi, je n'ai jamais vu, dans ma longue carrière, une entreprise qui n'a pas été créée parce qu'elle n'a pas trouvé d'argent. Je ne l'ai encore pas vu. Un vrai chef d'entreprise, ben, il trouve. Surtout qu'il y a actuellement
quelques dizaines, peut-être quelques centaines de possibilités diverses, ne serait-ce qu'en France. En France même. Peut-être pas à celle de Los Angeles, mais enfin ça marche. Voilà, donc il faut créer une entreprise et qui sera une entreprise de croissance. Je vous l'ai dit au début, les autodidactes créent des entreprises qui restaient naines. En France, nous faisons, si la révolution qui s'est produite il y a une vingtaine d'années est bonne, nous créons beaucoup d'entreprises. Les auto-entrepreneurs en ont rajouté, mais nous créons des entreprises qui restent naines. Nous avons fait des études de statistiques en jeunesse et entreprise. Au bout de 5 ans, les entreprises nouvelles arrivées à 50 personnes sont 4 fois moins nombreuses en France qu'en Grande-Bretagne. Notre vitesse de création, d'accroissement, est 4 fois plus faible en France qu'en Grande-Bretagne. Il faut changer ça. Et deuxième théorème, nous sommes arrivés à prouver que plus le fondateur est diplômé, plus la croissance est rapide. Sans exception. L'autodidacte de talent fait une entreprise qui reste naine. Le diplômé, très diplômé, qui crée son affaire, il a envie de la faire grandir, il la fait grandir. Et ça vient des PME, par les Christophe de Bargery, voire des ETI de 250 à 5000 salariés. Et puis si on est très fort, on se fait aider par les grandes entreprises qui nous apportent une aide, ne serait-ce qu'à l'exportation, une aide considérable. Et grâce à leur tutorat, on peut s'entraider et devenir plus tard les grandes entreprises dont la France a tant besoin. Voilà. Vous voyez que c'est un message d'espoir. Vous avez compris qu'il n'y a pas de règles à suivre, qu'il ne faut pas être conformiste, qu'il faut être anticonformiste. Il faut trouver une idée nouvelle. Nouvelle. C'est la nouveauté de votre projet qui assurera son succès. Et vous avez compris qu'il faut garder le tordus, il faut garder l'enthousiasme, c'est ça. C'est l'enthousiasme que je voudrais vous garder de cette réunion de ce soir, car comme disait Chamfort à la Révolution, dans des circonstances beaucoup plus tragiques, si les raisonnables ont duré, les enthousiastes, eux, ont vécu. Merci. Nous allons maintenant écouter les témoignages de 3 créateurs d'entreprises qui sont à la tribune. Et après les témoignages de ces créateurs d'entreprises, nous aurons un temps d'échange pour des questions-réponses entre la salle et les intervenants. Je donne tout de suite la parole à Madame Suzanne Dumouchel, qui est coporteuse d'un projet qui est incubé à Incube 13 à Paris 13. Voilà. Merci. Est-ce que oui, le micro fonctionne? Donc, comme vous l'avez remarqué, je suis la seule femme à cette table. J'insiste, je n'avais pas prévu d'en parler, mais je pense que ça a été souligné, donc je crois que c'est important de le souligner. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes entrepreneurs, et ça ne veut pas dire que c'est plus compliqué pour une femme ou pour un homme. Voilà. Sinon, je vais commencer de façon un peu originale, parce que je n'ai jamais voulu travailler dans une entreprise, ni créer mon entreprise. Par contre, j'ai toujours voulu faire de la recherche en littérature. Donc, a priori, pas quelque chose de proche de l'entreprise. Et en même temps, j'ai toujours eu envie d'avoir une activité qui restait en lien avec la société, et donc de ne pas partir dans mes théories un peu universitaires, voilà, pas forcément très appliquées, et donc l'envie de concilier un peu les deux. Et finalement, j'ai cofondé une association étudiante pour les jeunes chercheurs en lettres et pour favoriser leur insertion professionnelle dans le privé. Et avec cette association-là, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au monde de l'entreprise. Et puis, il y a 2 ans, avec la personne qui est devenue aujourd'hui mon associé, on a eu une idée, l'idée aujourd'hui dans ma rue, qui est le premier outil finalement web marketing pour le commerce de proximité. Une idée qui est née tout bêtement en discutant de Groupon un soir. Lui est commerçant et travaillait avec Groupon. Moi, j'ai utilisé Groupon en tant que consommatrice. Et on s'est rendu compte que ce système-là ne pouvait pas fonctionner, le modèle économique n'était pas viable. Et donc on s'est dit, voilà, il faut trouver quelque chose pour aider le petit commerce à fidéliser sa clientèle. Et c'est là qu'on a eu l'idée d'aujourd'hui dans ma rue. Donc un système de petites annonces quotidiennes publiées et que reçoivent uniquement les riverains qui habitent tout autour du boulanger, du bar, du théâtre, etc. Aujourd'hui, on a 7000 inscrits en moins d'1 an, donc on est très heureux. 7000 inscrits sur Paris, avec quelques commerçants inscrits en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne et un peu en France. Là, il y a du bouche à oreille qui commence à se mettre en place. Et on découvre la création d'entreprises, on découvre la nécessité de faire du réseau,
de se former au marketing. Alors imaginez, pour une littéraire, le marketing, c'est déjà un gros mot quand même. Voilà, et on apprend avec notre incubateur, donc Incube 13, avec plein de, voilà, ce que c'est qu'un statut juridique d'une entreprise, comment est-ce qu'on lève des fonds, parce qu'on est en recherche de fonds. Voilà, là, pour vous donner une petite idée, on recherche 150 000 euros pour arriver à, et on a pour un chiffre d'affaires estimé dans 2 ans à 1 million d'euros. Donc c'est pareil, quand on se lance dans la création d'entreprise, on se lance aussi dans des gros chiffres qu'on n'imaginait pas non plus auparavant, mais qui paraissent complètement réalisables et qui sont encouragés par les gens qu'on rencontre. Voilà. Donc, globalement, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que créer une entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, extrêmement passionnant. C'est des rencontres tout le temps, c'est des semaines, enfin, c'est des journées de 48 heures, voire 72 heures d'ailleurs. C'est 2 ans où il n'y a plus de week-end et plus de vacances, mais c'est pas grave parce qu'on adore ça. Et c'est l'envie, effectivement, je suis d'accord avec M. de Margerie, pas forcément de se remettre en question parce que tout le monde le fait pour nous. Pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous avez fait ça, pourquoi cette stratégie-là, pourquoi... Et on s'explique tout le temps et parfois on réajuste parce qu'il faut. Et voilà. Et puis, sachez aussi que finalement, rien n'est impossible. Quand on vous met dans une filière de fonctionnaires, d'enseignante, parce qu'aujourd'hui je suis enseignante, de chercheuse en littérature, et ben on arrive quand même à dire ben non, ce monde-là me plaît, mais je veux pas que celui-ci, je veux aussi le monde de l'entreprise et je veux un dialogue entre les deux. Et c'est ce que j'essaye de faire moi en mettant ma recherche aujourd'hui au service de mon entreprise. Et mon entreprise eh bien, m'aide aussi à affiner mes perspectives de recherche. Donc voilà, bon courage et n'hésitez pas dans cette grande aventure. Merci beaucoup. Voilà, l'intervenant suivant est Monsieur Alexis Mauger, co-créateur de Bobiz. Bonjour à tous. Alors on va faire un petit sondage. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui connaissaient avant, bien sûr avant d'entrer ici, la marque Bobiz? Ah, je vois quelques mains, très peu de mains, donc ça veut dire que j'ai encore beaucoup de travail à faire et beaucoup de croissance devant moi, donc c'est formidable. Monsieur de Margerie, effectivement, voilà, a consulté le catalogue qui a l'air de lui plaire. Donc Bobiz, c'est quoi? Bobiz, c'est une marque de chaussures. J'ai pris quelques petits échantillons parce que c'est toujours plus sympa de voir le produit en vrai. Donc on a commencé effectivement avec le mocassin. Donc voilà, celui-là est très coloré. On en fait aussi des un petit peu plus classiques. Et donc il y a toute une gamme pour hommes, pour femmes. Et je vous invite à la fin de la conférence, bien sûr, à venir les voir d'un petit peu plus près. Et j'espère que j'aurai des nouveaux clients à la fin de cette conférence. Voilà. Et donc voilà, donc je vais me présenter rapidement. Donc je m'appelle Alexis Mauger, donc j'ai 27 ans aujourd'hui même. Voilà. Bon anniversaire. Tu l'as voulu là. Merci beaucoup. Merci. Et il fait ça lors de toutes ses conférences. Voilà, c'est ça, c'est mon anniversaire tous les jours. Ça marche à chaque fois. Donc voilà, donc je suis originaire de Paris. J'ai fait une classe préparatoire. J'ai fait une école de commerce. Donc je ne citerai pas le nom puisqu'apparemment c'est interdit ici. Voilà. Donc j'ai fait donc plusieurs stages pendant mes études, notamment un stage en salle de marché dans une banque suisse. Qui ne m'a pas particulièrement plu. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un petit déclic en me disant pourquoi pas créer mon entreprise. Voilà. Donc en 2009, pendant mes études, pendant ma dernière année d'études, j'ai commencé à plancher sur la création d'une entreprise avec un de mes amis d'enfance. Donc ce projet qui a vu le jour en 2010, c'est donc cette marque de chaussures qui s'appelle Bobiz. Donc vous avez un petit feuillet normalement avec tout dans vos pochettes où vous pouvez voir donc le logo de la marque, quelques-uns de nos produits. Et avec donc effectivement une petite explication de la marque. Donc on a commencé en fait en partant d'un constat qui était tous les étés, mes amis et moi on cherchait un mocassin sympa avec des couleurs, avec une semelle à picot. Je ne sais pas si vous connaissez la semelle à picot. Donc c'est une semelle qui est très légère avec juste le caoutchouc et des petits picots de caoutchouc qui sortent de la semelle.
Et ça donne un côté très décontracté au mocassin. C'est avec le mocassin un côté un petit peu classique. Et là, avec ces picots, ça lui donne tout de suite un côté un peu plus décontracté. Et c'est vrai qu'il y avait soit des marques très haut de gamme qui faisaient ce produit, soit des marques très classiques. Et nous, on s'est dit, bah, finalement, ce produit, donc le mocassin en version picot, avec des couleurs, avec un côté un peu cool, avec une image de marque sympa, aujourd'hui, ça n'existe pas. Et donc, il y a un créneau à prendre. Et on avait beaucoup d'amis qui étaient du même avis. Donc, on s'est dit, il y a un créneau, on est encore étudiant, allons-y, on lance ce projet, on verra ce que ça donne. Donc finalement, on a travaillé, on a cherché un fournisseur, on a trouvé un fournisseur au Portugal. On a commencé à designer, à imaginer les détails qu'on allait mettre sur nos mocassins. Et puis peu à peu, on a sorti un produit. Et on va dire au bout de 9 mois, on a fait une commande de 1000 paires de mocassins. Et en se disant, on va les vendre à nos amis. Et au pire, si ça ne marche pas, on les écoulera d'une manière ou d'une autre. Et puis on a fait une vente de lancement, donc c'était en 2010, et donc bien sûr avec Facebook, on a fait un peu de buzz, et on a réussi à vendre en un week-end 500 paires. Donc sur 1000 paires, c'est pas mal, c'est la moitié quand même. Donc ça permet déjà d'écouler une partie du stock, et puis de commencer à avoir un peu d'argent, un petit peu d'argent. Donc ensuite, on s'est dit 500 paires qui nous restent, qu'est-ce qu'on va en faire? Et là, on a commencé à se dire ça pourrait être pas mal d'être vendu dans des boutiques à Paris. Et donc on est allé avec les chaussures dans le sac, on est allé prospecter des magasins. Et peu à peu, on a réussi à être vendu dans des magasins multimarques à Paris, et notamment très vite au printemps, ce qui nous a donné forcément une bonne image. Voilà, d'être vendu dans les grands magasins printemps, forcément c'est un avantage, et ça parle à tous les professionnels du métier. Donc voilà, comment on s'est lancé? Très simplement, on était encore étudiants. Donc quand on est étudiant, on a la possibilité de faire des prêts étudiants. On a emprunté chacun 20 000 euros. Voilà, donc on était 2 associés au démarrage. Donc on avait 40 000 euros. Sur ces 40 000 euros, on a utilisé un peu plus de 30 000 euros pour fabriquer des chaussures, se faire un stock. Et avec les 10 000 euros restants, on a créé un site internet. On a payé une styliste en freelance pour nous aider. On a après aussi payé les frais de constitution de la société, etc. Donc voilà, donc ça c'était en 2010. Et peu à peu, donc, ça a pris. On a réussi à être vendu dans des magasins un peu partout en France. On a fait des salons professionnels, on a fait de la prospection commerciale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est vendu dans un peu plus de 150 magasins en France, notamment tous les magasins Printemps, les magasins de la Galerie Lafayette et des magasins indépendants qui vendent nos chaussures. On est donc aujourd'hui, cette année, on va vendre environ 60 000 paires, ce qui commence à faire beaucoup. Et dans à peu près, principalement en France, mais aussi de plus en plus dans certains pays à l'étranger, notamment au Moyen-Orient, au Japon, en Corée, où on a des partenaires. On devrait faire cette année, donc la première année, on a fait 150 000 euros de chiffre d'affaires, et on a peu à peu augmenté, 600 000 euros la deuxième année, 1,5 million l'année dernière, et on va faire plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Donc ça commence à être intéressant, et on est aujourd'hui donc une douzaine de personnes à travailler, avec des gens qui travaillent à la comptabilité, des gens dans le commercial, des gens qui travaillent donc bien sûr au stylisme, dans l'aspect créatif, les photos, etc. Et puis on a donc des perspectives intéressantes, vu qu'on a ouvert notre propre magasin à Paris au mois de juin. Donc voilà, un magasin uniquement Bobies, dans le quartier du Marais, qui est un quartier assez tendance. Et on a aussi des partenaires à l'étranger, notamment au Liban et en Corée, qui veulent ouvrir des magasins Bobies en franchise. Alors pourquoi est-ce que j'ai lancé Bobies? Alors, personnellement, moi je ne m'étais jamais dit que j'allais, depuis tout petit, je ne m'étais jamais dit que j'allais spécialement devenir entrepreneur. C'était pas une idée qui me trottait dans la tête depuis toujours. Finalement, c'est quand j'ai fait ces stages en entreprise qui ne m'ont pas spécialement plu, je me suis dit que j'étais encore étudiant, que j'avais un ami, un copain qui voulait se lancer dans l'aventure avec moi, que j'avais une idée intéressante, que j'habitais encore chez les parents, donc le risque de se lancer n'est pas énorme. Et puis voilà, donc finalement, je me suis dit, voilà, je suis jeune, il n'y a pas beaucoup de risques, j'y vais. Et puis au pire, voilà, si ça ne marche pas, tant pis. Il faut que j'accélère. Alors je vais faire très vite sur la fin. Conclusion tout de suite? Ok, bon, ça marche. D'accord, alors bon, mais quelques conseils. Mes conseils donc, pour ceux qui ont envie de se lancer, donc qui n'engagent bien sûr que moi,
c'est bien sûr, donc, comme je viens de le dire, se lancer dans l'aventure jeune. C'est déjà comme disait M. Gattaz. Voilà, quand on est jeune, il n'y a pas de risque. Lancer un produit ou un service qui plaît à son entourage. Voilà, donc, ce qui est important, c'est voilà, de pouvoir vendre directement son produit, son service à son entourage, ou au moins que ça lui plaise. Voilà, son entourage, c'est quand même son premier client. Et puis entreprendre de préférence à deux, parce que voilà, en cas de coup de mou d'un des deux associés, il y en a toujours un qui prend le relais. Et puis et voilà. Donc je vous invite en tout cas à vous rendre sur le site de ma marque, voilà, bobiz.fr. Et pour ceux, Bobiz, j'explique après. Alors pour ceux qui sont intéressés pour acheter, j'ai fait un code de réduction à utiliser sur le site qui donne 10% de réduction. Et le code c'est Paris 13. Voilà, Paris 13. Voilà. Et je rajoute une dernière chose. Je vois qu'il y en a qui ont des ordinateurs ou des smartphones. Nous sommes presque à 20 000 fans sur Facebook. Il nous en manque pas beaucoup. Donc si vous avez tout de suite, vous pouvez aller sur notre chercher Bobiz sur Facebook. Et comme ça, vous nous trouvez, vous nous aimez. On va peut-être arriver aux 20 000 fans d'ici à ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Et nos derniers témoins, eh bien, il n'y a pas si longtemps, ils auraient pu être à votre place sur ces bancs, puisqu'ils ont fait un master à Bobigny, à SMBH à Bobigny. Ils en sont sortis en juin 2012. Et donc, il s'agit de Benjamin Rabu et de Moussa Kébé, qui vont vous parler de leur projet. Voilà. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais commencer par nous présenter, Benjamin Rabu et Moussa Kébé. On a créé la société PREV QSE l'année dernière. PREV QSE qui est l'acronyme de prévention, qualité, sécurité et environnement. Alors, PREV QSE, c'est une société qui fait de l'animation et de la formation au secourisme, des formations à la prévention des risques professionnels et environnementaux et du conseil à management QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Donc, on a fait nos études à l'université Paris 13 Bobigny. On a commencé par une licence SV et ensuite on a fait un master MQSE, donc maintenance, qualité, sécurité, environnement, et on a terminé en juin 2012. Et c'est lors de cette année-là qu'on a eu ce projet d'entreprise qu'on a concrétisé par la suite. Je vais prendre la suite. Donc, bonjour. Alors nous, on est parti d'un constat parce qu'à la base, on travaillait dans le social, puisque Moussa est pompier. Et moi-même, je suis brancardier à l'hôpital. Et on a vu qu'il y avait un certain nombre de dysfonctionnements. Et en parallèle, on a découvert beaucoup de choses dans le master MQSE, notamment un véritable besoin en termes de formation professionnelle. Donc, vous devez bien le savoir. Et on s'est dit, on va essayer de créer une société qui va mixer un peu nos compétences un peu dans le secourisme avec notre savoir théorique universitaire du master. Et là, on avait une idée, et on l'a mis sur papier, et on a entendu parler d'un concours qui s'appelle le concours Talents des Cités. Alors, sans trop y croire, on a balancé le projet, et surprise, on a été convoqué pour un jury, et là, on a gagné le prix régional Île-de-France. On ne s'y attendait pas trop, et on a gagné un petit prix de 1 500 €. Après, c'était quoi? C'était genre 2 semaines après. On nous rappelle pour nous dire qu'on a été sélectionné pour un prix national de 7 000 € et qu'on était parrainé par le groupe Safran. Donc on s'est dit, oula, qu'est-ce qui nous arrive? On finit nos études et on crée une société. Et donc voilà. Et là, le truc, c'est qu'on va essayer de vous parler plutôt des différentes structures d'accompagnement qu'on a découvert au cours de cette expérience. Donc déjà, je suis assez impressionné de voir le nombre d'étudiants qui est ici, puisque potentiellement, vous êtes tous intéressés par l'entrepreneuriat. Sachez qu'il existe un certain nombre de structures assez intéressantes. Alors pour commencer, les concours de création d'entreprise. Pour rebondir encore sur ce que vous disiez, alors j'espère qu'on ne va pas faire faillite dans 6 mois, mais on va voir. Sachez que ce qui est assez intéressant, c'est que les membres que vous rencontrerez dans les jurys sont souvent des personnes haut placées dans des grands groupes, sont des banquiers, sont des juristes ou des comptables, et parfois ils en savent bien plus que vous. Et quand vous gagnez un prix, vous savez que finalement votre projet est beaucoup plus viable que ce que vous auriez pu imaginer en fait. Et donc suite à ça, nous concrètement, on avait un petit peu peur de se lancer et on a découvert ce qu'on appelle des incubateurs. Donc Monsieur Astruc n'a pas forcément détaillé ce qu'est un incubateur d'entreprise, mais c'est vraiment le fait de... Enfin nous en tout cas notre incubateur, pardon Monsieur Astruc, c'était pas le vôtre. En fait, c'est une structure qui prête un numéro de SIRET
et qui vous permet d'exercer une activité sans même créer votre société. C'est bien qu'en fait, vous n'avez même pas besoin de faire de démarche, que vous commencez déjà à travailler. Et de cette manière, vous savez si vous pouvez avoir des contrats ou pas. Pardon ? Je vais continuer. Donc nous, par rapport à ce que vient de dire Benjamin, l'an passé, à partir du mois d'octobre, quand on a remporté justement ce concours, il y a beaucoup de portes qui nous ont été ouvertes. On a commencé à rencontrer beaucoup de monde. Et si bien qu'on a remporté des contrats sans même avoir fait de communication. C'était seulement du bouche-oreille. C'était surtout le réseau. Et donc, pour pouvoir nous tester nous-mêmes, on nous a proposé de rentrer dans une couveuse d'entreprise, dans un incubateur, pour tester notre projet. Et donc, en l'espace de 2 mois, on a pu démontrer notre produit et former dans des grands groupes. Et si bien qu'au bout de 2 mois, on s'était dit qu'on n'avait même plus besoin de rester dans un incubateur. Et on s'est déclaré nous-mêmes en société au mois de janvier 2013. Donc je vais poursuivre encore pour terminer. Sachez qu'il existe un certain nombre de structures. Donc, par exemple, je vais parler de CitéLab, qui est basé au Blanc-Ménil, qui est partenaire de la Maison de l'Emploi, Caisse des dépôts et la région Île-de-France, qui est en fait un guide de la création d'entreprise qui part d'une idée et qui le conduit jusqu'au projet. Et c'est assez intéressant de voir certaines questions en fait, qu'on peut se poser sur est-ce que j'ai les compétences, quelle va être l'attitude de mes proches face à ce projet. Et il suffit juste de suivre le fil conducteur. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez donc rentrer dans un incubateur d'entreprise pour en savoir plus et chercher à trouver des concours de création qui vont vous donner suffisamment d'argent pour vous lancer sans même investir un seul euro de votre poche. Nous, on a gagné un autre concours qui s'appelle Triomphe de la création. On a rencontré une personne qui faisait que ça, que des concours de création d'entreprise, et il a remporté 80 ou 100 000 euros qu'en faisant des concours de création d'entreprise. Donc il en existe un certain nombre en France et en Europe. Et vas-y. Ouais. Donc pour parler un petit peu plus de notre société, ça fait maintenant 8 mois qu'on l'a créée réellement, et on a fait plusieurs choses. Notamment, on a travaillé avec des grands groupes qu'on ne va pas citer, et on est en train de travailler sur l'élaboration d'un centre de formation. C'est vraiment un gros projet qu'on a à l'heure actuelle, et on pense qu'il va nous permettre de pouvoir recruter beaucoup de personnes, et en espérant que ça va marcher. Et juste pour terminer aussi, donc on est quand même dans le 9-3 ici, et bon alors nous, là on représente un certain nombre d'associés de notre société, puisque nous on est 5, donc d'origine sénégalaise, turque, algérienne, bon et des Français aussi, et je rigole, et en fait l'idée c'est que on sait qu'il y a un certain nombre de structures présentes en France au niveau du secourisme, de la prévention des risques. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va essayer d'aller voir dans les pays d'origine de nos associés, voir ce qu'il en est. Et donc, on a pu nous rendre au Sénégal, à Saint-Louis notamment, et on a débuté un projet d'amélioration de l'hygiène et des conditions de travail des collecteurs d'ordures ménagères à Saint-Louis. Donc. Et c'était assez intéressant de voir les conditions de travail et de voir les mentalités qui ne sont pas du tout les mêmes qu'ici. Ils veulent vraiment travailler, ils demandent juste à travailler dans de bonnes conditions, et on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Et on est aussi allé au Maroc, on a fait des sensibilisations notamment dans un orphelinat à Essaouira, donc, et faire juste un peu de prévention sur le traitement de l'eau, le tri des déchets, et on s'aperçoit qu'il y a des méconnaissances qui sont assez importantes. Donc franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en Afrique, et faut y aller. Voilà. Merci.